Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette belle salle du Palais de Tokyo pour célébrer tous ensemble la soirée de levée de fonds d'Alima. Et je suis très ravi parce que Kadi Adoumdouas a accepté conduire cette soirée avec nous. Je te remercie, Kadi. Merci. Je voudrais aussi remercier tous nos partenaires qui ont accepté généreusement nous accompagner dans la conduite de cette soirée à Paris, à Dakar et à New York. Merci beaucoup, Moumouni. Docteur Moumouni Kinda. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et de faire partie de cette merveilleuse aventure, Alima. Très touchée pour plusieurs raisons. D'abord, des raisons toutes personnelles, puisque mes racines sont au Tchad. Une partie de ma famille vit à N'Djamena, où on sera tout au long de cette soirée. Et puis j'ai été aussi très sensible à l'action d'Alima, qui travaille main dans la main avec les ONG locales. Et pour moi, c'est fondamental. On le verra aussi tout au long de cette soirée. On verra qu'Alima n'a pas de frontières. Tidjane est au Sénégal, à Dakar, qui accueille nos équipes sur place. Le docteur Shepard aussi, qui est avec nous aux États-Unis depuis New York. Et puis vous tous qui êtes en direct avec nous un peu partout dans le monde via Internet. Et puis vous, à Paris. Merci. Merci beaucoup à tous de faire partie des Nouveaux Humanitaires. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Kadi. Alors, les Nouveaux Humanitaires, ce sont le cœur d'Alima. Les Nouveaux Humanitaires, ce sont ces hommes et ces femmes qui œuvrent tous les jours au quotidien pour sauver des vies, parfois au péril de la leur. Alors, les Nouveaux Humanitaires, c'est aussi vous qui avez accepté d'être présents dans cette salle. Ce sont nos partenaires, les bailleurs de fonds, les donateurs, qui nous permettent de pouvoir sauver des vies au quotidien. Alors, je voudrais rappeler que Alima s'est construit sur un modèle basé sur deux piliers. Le premier, c'est le partenariat avec des ONG locales qui nous permet justement de pérenniser notre action. Le deuxième, c'est évidemment la recherche et l'innovation, car avec la recherche, nous arrivons à transformer la médecine humanitaire. C'est grâce à la recherche et à l'innovation que Alima a su découvrir de nouvelles molécules aujourd'hui qui sont actives contre la terrible maladie qu'est Ebola. Alors, je voudrais aussi souligner le besoin. Nous sommes là pour présenter les besoins importants au niveau de nos terrains, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Ces besoins sont exacerbés aujourd'hui par des crises que vous connaissez tous. La première étant la Covid, qui nous permet justement de renforcer, qui nous a conduit à renforcer les mesures sanitaires pour la tenue de cette soirée. Alors nous faisons face également à des conflits sur nos terrains qui exacerbent les besoins humanitaires. Aujourd'hui, nous avons des milliers d'enfants qui ont besoin de soins, des milliers d'enfants qui ont besoin justement de l'action humanitaire pour pouvoir juste vivre. Alors je dirais également que c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là parce que ces besoins, ils sont très importants et nous avons besoin de vos dons. Alors ce soir, nous sommes contents de présenter le travail d'Alima, qui est un travail qui est très important. Nous allons faire un focus principalement sur un terrain d'Alima. Je pense que Kadi reviendra là-dessus pour vous montrer ce que font nos équipes au quotidien. Alors, tout au long de cette soirée, sur 3 continents, à Dakar, à Paris, à New York, nous allons être mobilisés pour lever 1 million d'euros pour soutenir les 3 fonds qui ont été mis en place par Alima dans le but de pouvoir encore mieux faire. Voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce soir, on vous emmènera au Tchad. C'est le fil rouge de cette soirée. Dans le projet N'Djamena, on vous emmène en immersion sur le terrain pour mieux comprendre comment les équipes d'Alima travaillent pour transformer la médecine humanitaire. On regarde. Ici au Tchad, le projet de N'Djamena a fait la prise en charge de la malnutrition depuis 2013. Tous les pays limitrophes du Tchad ont des problèmes.
que ce soit en Libye, avec ce que l'on connaît, et les mercenaires et les rebelles tchadiens qui se trouvent là-bas, le Soudan, avec ce qui se passe, la Centrafrique avec la situation actuelle, et le bassin du lac Tchad avec la problématique de Boko Haram. C'est un programme entre urgence et développement parce que c'est depuis 40-45 ans qu'il y a la malnutrition au Tchad. Donc toute cette partie, on a des sites, des camps de déplacés. On travaille en partenariat avec l'ONG Tchadienne Alerte Santé et avec le ministère, puisqu'on intervient toujours en appui aux structures déjà présentes ici. Le partenariat Alerte Santé avec Halima permet de faciliter les relations avec les autorités administratives, permet de faciliter la rencontre avec la communauté et permet d'aborder plus facilement les besoins et les interventions adaptées. Le partenariat est la seule solution pour pouvoir aborder les questions humanitaires. Alors voilà, on vient de le voir ici, Halima intervient donc dans une crise nutritionnelle aiguë, dans un pays très instable. C'est une situation que les équipes sur place connaissent très bien. Le docteur Kader Khan nous a rejoint, directeur des opérations d'Halima. Bonsoir, merci d'être là. Cette année, 56 projets ont été menés dans 12 pays. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le modèle Halima permet de mettre en place ces projets-là? En tout cas, merci pour la parole. Bonsoir à tous. En fait, je commencerai par dire que d'abord, en fait, le slogan phare de Halima, c'est « le patient d'abord ». Ça veut dire que du siège de l'ONG au terrain, nous avons 2000 personnes qui travaillent au quotidien dans un seul objectif, c'est comment soigner correctement nos malades. Et c'est qui ces malades que nous soignons? En fait, c'est des malades qui sont dans des zones de conflit, dans des zones inaccessibles. Des malades qui, sans nous, n'ont aucune autre possibilité d'avoir accès aux soins parce que les États ne peuvent pas accéder à ces zones. Et le plus souvent, en majorité, ce sont des femmes et des enfants. Et vous me poserez la question, c'est comment nous arrivons à accéder à ces patients. Et c'est là que je rejoins ce que Sogé a dit, Dr Sogé, sur le partenariat. En fait, nous nouons des partenariats avec des ONG locales avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs. C'est cela quand on dit le modèle Halima. Je ne parle pas d'un partenariat de type, comment on appelle ça, partenaire de mise en œuvre ou sous-traitance, non. Nos équipes travaillent main dans la main avec les ONG locales et ensemble, en fait, ils nous permettent d'ouvrir des portes. Il a parlé de portes de procédures administratives, il n'y a pas que ça. Il y a tous les aspects d'ancrage. Ils ont un certain ancrage communautaire, ils connaissent le contexte. Ensemble, on peut bouger, on peut aller dans des zones là où d'autres personnes ne pourront pas accéder. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? À Lima, nous sommes jeunes, nous avons juste 12 ans d'existence. Pour une grosse organisation, je pense que ce n'est pas beaucoup d'années. Mais par exemple, si je vous donne un chiffre, sur l'année 2021, à Lima, c'est 1,3 million de malades soignés. À Lima, c'est, comment on appelle ça, 40 000 femmes enceintes que nous avons aidées à accoucher dans des conditions optimales, dans des conditions de manière sécurisée. À Lima, c'est 90 000 enfants souffrant de malnutrition sévère et que nous avons soignés. Et à côté de ça, il y a aussi 3 000, comment on appelle ça, 3 000 interventions chirurgicales d'urgence que nous avons offertes à des besoins, à des personnes dans le besoin, des malades dans le besoin. Et sans compter, en fait, comment on appelle ça, l'information du moment où bien, par rapport à la pandémie Covid, il y a eu 300 000 doses de vaccination, de vaccins qui ont été administrés à des patients dans ces zones-là. Et je pense que ce n'est pas rien. Quand je dis 1 million, je pense que les chiffres paraissent énormes. Mais en connaissance des causes, en connaissance du terrain, en fait, les besoins sont encore beaucoup plus importants par rapport à ce que nous avons fait. Nous sommes en première ligne, nous voyons ce qui se passe. Nous sommes confrontés aux limites du système de l'aide humanitaire classique.
Ça veut dire une aide menée par des bailleurs institutionnels qui eux-mêmes, en fait, n'ont pas de fonds illimités. Donc, ces bailleurs font des choix. Et quand on dit des choix, ça veut dire qu'on priorise certaines zones au détriment des autres. Et ça fait mal au cœur. On vient de parler d'Njamena, il y a des milliers d'enfants qui risquent de mourir de malnutrition parce qu'il n'y a pas le plein pilote, le produit qui permet de les prendre en charge. Cette situation, vous la retrouverez au centre du Niger, vous la retrouverez au Nigeria. Il y a des malades qui meurent de la fièvre Lassa au Nigeria. Personne ne veut financer. Parce qu'en fait, c'est ça le système classique de l'aide humanitaire. Mais nous voulons éviter cela. Est-ce que nous devrons regarder ces patients mourir? Je pense que ces patients ont besoin de nous. Ils ont besoin de vous qui êtes ici et qui sont en ligne. Donc ensemble, vous et nous pensons que nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons aider à sauver des vies. Voilà. C'est le message que je voudrais porter aujourd'hui. Et c'est pour cela que je suis ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kader. Merci. Merci d'avoir rappelé ces chiffres qui sont très très importants. On l'a compris, Halima intervient donc principalement dans des contextes très difficiles, des territoires difficiles d'accès. Je vous propose justement maintenant de prendre la direction de Dakar, le siège opérationnel d'Halima. On va rejoindre Tidjane. Bonsoir Tidjane. Bonsoir Kadi, bienvenue au siège d'Halima à Dakar. Et Kadi, je suis ici avec le docteur Kanta à ma droite. Alors, d'Halima au Tchad, en RDC et au Cameroun. Alors, c'est un grand territoire, beaucoup de contextes différents. Est-ce que tu veux nous parler un peu du contexte justement dans lequel tu interviens et où vous déployez vos opérations? Merci Tidjane. Bonsoir à tous. Ouais, comme l'ont dit mes collègues en introduisant cet événement, vous savez, nous intervenons sur une 12 pays, mais il faut noter qu'en plus de la moitié, par 170%, si je le mot exprimé, ces pays sont concernés par une situation de crise sécuritaire. Alors, nous avons commencé nos interventions au Sahel, comme vous connaissez, et que l'ensemble de ces pays du Sahel aujourd'hui sont par des crises sécuritaires liées à des crises de conflits dans le bassin du lac Tchad, pour ne citer que ces exemples. Mais au-delà de ces pays du Sahel, nous intervenons également dans les pays de l'Afrique centrale qui sont concernés, eux, par des crises de rébellion. Je peux citer l'exemple de la RCA et également l'exemple de la République démocratique du Congo. Donc, ces zones, malheureusement, qui sont affectées par des crises, n'arrivent pas à accéder. Donc, les systèmes de santé de ces pays qui étaient déjà fragiles sont davantage fragilisés par ces crises. Alors, nos équipes dans ces différents pays ont pour rôle justement d'aller combler ces vides. Malheureusement, c'est au prix de leur vie, comme l'a dit un de mes collègues. Et donc, pendant que les mouvements de population s'annoncent face à ces conflits, il va falloir quand même proposer un minimum de services sociaux de base à ces communautés qui sont affectées par ces crises, notamment des populations déplacées, notamment essentiellement des femmes et des enfants. D'efforts pour accéder à ces risques, mais tout en prenant des risques effectivement. Nous prenons ces risques parce que tout simplement nos équipes aiment apporter ce soin à ces communautés. C'est notre objectif et nous continuons à offrir ces services de soins pour ces populations, notamment dans les pays du bassin du lac Tchad, des pays du Sahel, notamment des 3 frontières, le Niger, le Tchad et le Mali que vous connaissez. Donc, nous sommes en front line dans ces pays. Mais au-delà de ces pays, comme je disais, en RDC par exemple, il y a très récemment eu, en mi-novembre, une situation de conflit qui a éclaté dans la partie est frontalière de l'Ouganda. Les équipes se sont très vite mobilisées. Vous savez bien, quand on dit crise, quand on dit guerre, les gens fuient la guerre. Vous pouvez imaginer, nous, on déploie des équipes pour justement aller aider ces communautés parce que tout simplement, ce que nous vivons, et ce que nous avons envie d'offrir pour ces communautés, c'est ce soin-là. C'est vrai, nous prenons ces risques. Il y a des gens qui aiment prendre ces risques avec nous, au niveau local, les populations, certains collègues du ministère avec qui on travaille quand c'est possible. Donc, nous avons envie de faire ces choses. Mais ces choses, nous pouvons les faire quand il y a des moyens. Quand on part avec nos maigres ressources pour pouvoir accéder à ces populations, voilà, donc les moyens sont limités. Il va falloir mobiliser davantage de ressources pour pouvoir aller aider ces communautés dans ces contextes très difficiles, très fragile. Sans ça, voilà, donc on peut
on risque de laisser des communautés sans accès à des Merci. services de base. Et derrière, donc, Merci beaucoup. ça risque d'être la... Merci beaucoup, docteur Kanta. Merci à vous. Je vous propose maintenant de retourner au Tchad pour voir comment ces actions, justement, se traduisent au quotidien. Regarde ça. Ici, on dit toujours, dans une unité médico-nutritionnelle, il y a l'unique porte d'entrée, mais plusieurs portes de sortie sur une prise en charge. Au niveau de l'unité nutritionnelle thérapeutique, on prend en charge les enfants malnutris mais avec complications médicales. Ici, c'est le triage. Tous les enfants qui arrivent au niveau de l'unité doivent forcément passer par ici. L'objectif, c'est vraiment de détecter et prendre en charge le plus précocement les enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère avant qu'ils arrivent à un stade critique. On sait qu'il y a une surmortalité infantile liée à la malnutrition. On essaie de regarder très rapidement, sa vie est engagée, on le prend directement, on le ramène en réanimation, là où il y a tous les infirmiers, tous les médecins qui sont là disponibles 24 heures sur 24. Cette année, tous les objectifs dont je parlais de détection et prise en charge précoce, elles ont été réellement mises à mal par les ruptures en plum peanut, donc le traitement de la malnutrition. Ça a été des grosses ruptures sur la période de pic, à un moment critique où le système de santé il a déjà du mal à faire face au nombre de patients qui affluent dans les hôpitaux. Et on a vu le nombre d'enfants qui n'avaient pas accès au traitement cette année. La plupart des unités de la ville nous réfèrent les enfants à un moment ou à un autre parce qu'eux-mêmes rencontrent des difficultés à prendre en charge les enfants. Il y a aussi beaucoup d'admissions spontanées parce que l'hôpital où on intervient, c'est un hôpital qui a globalement une bonne réputation. Les soins sont gratuits. Mais cette année, ça a été vraiment aggravé par l'accès très très limité au traitement en ambulatoire avec des enfants qui sont dépistés masse et en fait qui n'ont pas accès au traitement, qui rentrent chez eux. Et même des enfants qui sortent de l'hospitalisation et qui n'ont pas accès au traitement en sortant. Moumouni, tu es de nouveau avec nous. Tu es chez Alima depuis maintenant 9 ans. Tu étais d'abord sur le terrain puisque tu étais directeur des opérations. Depuis février, tu es directeur général. Au vu de ces images, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Merci Kadi. Alors je voudrais souligner que j'ai été médecin sur le terrain comme les personnes que vous avez vues tout à l'heure sur votre écran. Alors, ce que je retiens, c'est évidemment la souffrance que peut vivre un soignant pour ne pas avoir d'aliments pour nourrir un enfant qui souffre de malnutrition aiguë. Alors là, on parle évidemment du plum peanut, qui est un aliment thérapeutique qui est fait à base d'une pâte enrichie de vitamines, sans lequel nous ne pouvons pas soigner correctement les enfants. Alors, ce que je retiens aussi, c'est la souffrance, on va dire, de ces familles, la souffrance des soignants, je l'ai souligné, et nous sommes véritablement découragés parce que nous voyons que le système classique n'arrive pas à trouver la solution. Alors, on n'arrive pas à trouver la solution et nous pensons qu'il nous faut de nouveaux leviers afin de pouvoir acheter du plum peanut en urgence pour éviter que ces enfants ne souffrent davantage, pour éviter que les enfants que nous prenons en charge ne rechutent dans la malnutrition aiguë. Mais comment on fait justement face à une situation comme celle-ci, quand on est en manque de ces aliments thérapeutiques essentiels? Comment est-ce qu'on procède? On mise sur l'innovation? Comment on fait? Oui, absolument. Ce que nous faisons, c'est d'abord de mobiliser, on va dire, des ressources pour pouvoir trouver la solution en urgence. Et je pense que c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça que nous faisons cette soirée de levée de fonds. Alors, faire cela nous permet d'acheter du plum peanut en urgence. Comme tu l'as dit, nous travaillons aussi sur la recherche et l'innovation qui nous permettent justement de trouver des solutions qui soient pérennes. Alors, je rappelle qu'avec la recherche, donc sur les protocoles de prise en charge, nous pouvons, avec les mêmes quantités de plum peanut, prendre le double
des enfants que nous prenons en charge aujourd'hui. Donc nous avons besoin justement de nourrir les 3 fonds qui ont été créés par Halima, le fonds d'urgence, le fonds de formation des talents, parce que comme vous le savez, sans formation, sans des hommes qui sont capables de prendre en charge la malnutrition et les autres pathologies, nous n'allons pas y arriver. Donc le 3e fonds, c'est évidemment le fonds de la recherche. Donc avec cela, nous pensons que nous allons trouver la solution avec vous. Alors je voudrais aussi rappeler qu'avec 50 €, nous arrivons à prendre en charge correctement un enfant souffrant de malnutrition aiguë sévère en ambulatoire. Et avec 150 €, nous arrivons à prendre en charge ces enfants qui souffrent de complications aiguës en hospitalisation pour toutes leurs complications. Et nous arrivons à sauver la plupart de ces enfants. Merci beaucoup, Moumouni. C'était très important de rappeler aussi ces équivalences de dons. Merci à toi. Je vous propose maintenant de faire un premier point sur les promesses de dons, les 3 fonds. Où en sommes-nous? Est-ce qu'on peut le voir un peu sur les tableaux? Alors, c'est pas mal, mais 50 000... Ah, ça avance. Voilà, on est à jour. Ah, ça augmente pas mal. Voilà, 65 880, ça augmente encore. Bon, on verra ça tout au fil de la soirée, ça va encore augmenter. Ce n'est qu'un début. On sait que dans les pays où Halima intervient, la grande difficulté, c'est le manque criant de personnel soignant. Au Tchad, par exemple, pour un médecin, il y a environ 25 000 personnes. En France, c'est un médecin pour 300 personnes. C'est 80 fois plus. Le constat est sans appel. Alors, que propose concrètement Halima pour pallier à cela? Réponse en images. L'UNT École, c'est un projet qui est mis en place en mars 2017 suite à un constat fait sur le terrain par rapport au manque de personnel soignant maîtrisant le protocole sur la prise en charge de la malnutrition. Si l'assistant nutritionnel est très averti, il peut le faire même avant. Il va déjà dire au médecin, je sens qu'on peut avoir le choc ici. On a créé cette école-là pour former les professionnels de santé du ministère pour qu'ils soient capables de prendre en charge les enfants malnutris. La suite, parce que les enfants comme ça, c'est la suite qui compte. Il peut encore faire un choc. S'il continue à faire la diarrhée, il choque pour vous. À l'entrée déjà, l'enfant faisait déjà un état de choc. On avait pensé beaucoup plus à un état de choc hypovolémique. On fait des sections de 25 professionnels, donc 1 semaine de formation théorique et puis 4 semaines pratiques dans les UNA que nous appuyons ici en N'Djamena. 7 enfants à la réanimation actuellement et 9 au bloc A. Aujourd'hui, ces cadres qui ont travaillé dans la mission Tchad ont bénéficié au même titre que les expatriés d'Halima des compétences pour pouvoir répondre aux exigences de l'humanitaire, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina et au Tchad. Voilà, et le docteur... Merci. Le docteur Bounmi nous a rejoint. Vous avez une histoire fascinante, on peut le dire. Vous avez fait votre médecine à Lagos, au Nigeria. Vous avez fait votre spécialisation en pédiatrie à Harvard et votre master en santé publique à Paris. Et aujourd'hui, vous allez sur le terrain pour améliorer la prise en charge des soins sur la base de vos constats sur place. Donc, vous vous déplacez, vous faites des recommandations d'amélioration pour une meilleure prise en charge des enfants gravement malades et vous développez des formations. Alors, pour répondre à ces besoins spécifiques, vous étiez notamment au Tchad cette année, vous y étiez pendant 2 mois, je crois. Vous avez formé 22 membres du personnel médical sur la prise en charge des enfants gravement malades. Vous l'avez fait sur 10 projets différents. Vous pouvez nous expliquer à tous en quoi ces formations sont indispensables? Merci, Kadi. Good evening, everyone. I'm going to be speaking in English. Je vais parler en français. Je vais parler en anglais. Le personnel d'Halima soigne parmi les enfants les plus malades au monde. Dans d'autres parties du monde, lorsqu'ils ont plus de ressources, des gens confrontés avec des niveaux similaires de complexité et de sévérité de maladie auraient le privilège d'avoir plus d'années de formation. Ils auraient plus de supervision. Ils auraient accès à davantage de soutien sophistiqué, mais ce n'est pas le cas dans les zones du monde où nous travaillons.
En plus, comme tout autre lieu au monde, la distribution de personnel formé en Afrique dans certaines, favorise les zones de ville, les zones en crise et qui se trouvent éloignées, comme les lieux où travaille Halima, restent sans le personnel médical dont ils ont désespérément besoin. C'est une situation compliquée et c'est pour ça qu'Halima est là. Parce qu'on sait que la formation de personnel médical qui ont des racines et qui sont mêlés à ces sociétés est un cadeau qui continue. Pas seulement pour soigner les enfants, mais eux-mêmes peuvent maintenant former davantage de personnes par la suite. J'ai vu l'effet de cette formation et comment cela transforme l'issue du soin pour les enfants. J'étais à Gundam, au centre-nord de Mali. Je l'ai vu au travail. J'ai vu à Basselogo. Je l'ai vu à Tuguri. J'ai vu des gens changer de pratique, s'améliorer. J'ai vu les enfants reprendre la vie suite à la formation qu'on a mise en place. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'étais à Tuguri cette année et pendant notre réunion du matin, un nouveau-né qui venait de naître est arrivé en courant. Il ne respirait plus. Et donc, on est tous allés et on a mis en place la pratique qu'on venait d'apprendre pour ressusciter un nouveau-né. J'ai coaché et l'enfant a commencé à pleurer, il a commencé à respirer, il a mangé, il est rentré avec sa mère. Et lorsqu'on a fait le débrief, une des infirmières nous a dit « Je n'ai jamais vu un enfant survivre dans ce cas-là où il ne respirait plus. C'est la première fois pour moi. » Je ne l'ai pas fait, c'est eux qui l'ont fait. Moi, j'étais là comme coach. Et donc, par la suite, après cette expérience, j'ai fait beaucoup d'enseignements. On a utilisé des vidéos, on a utilisé des mannequins pour les simulations et on a travaillé pour renforcer la capacité pour pouvoir ressusciter des enfants qui étaient nés sans respirer. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est ce qu'il faut faire tout le temps et partout. On est confronté à un certain nombre de défis. On n'a parfois pas les bons équipements. On a des défis de ne pas avoir les matériaux adaptés au langage et à la culture et à la situation. On a des défis de ne pas avoir les bonnes personnes avec les bonnes compétences sur place au bon moment. Mais ça, on peut le remédier, mais on a besoin de vous. Si vous nous soutenez, comme certains l'avaient fait, on peut le faire en sorte que ça marche. Merci beaucoup. Merci d'être là et merci de votre soutien. Thank you. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup, Dr. Wouni. La formation, la transmission des pratiques, ce sont des informations importantes. C'est un pilier majeur dans l'action d'Halima. Elle ne s'arrête pas justement au personnel soignant, elle se poursuit au sein des communautés et c'est un travail essentiel. Regardez. Nous, ici, notre objectif est de former la maman, malgré qu'on a soigné l'enfant. Parce que pour ne pas que l'enfant retourne dans la malnutrition, il faut la former. Pour combattre ça, il faut vraiment sensibiliser les gens à changer de comportement. Nous, on fait la sensibilisation aux mamans, les mères des enfants qui viennent avec leurs enfants, au niveau des structures de santé que nous appuyons. Nous avons imaginé une approche simplifiée qui est basée sur les mères et les familles qui diagnostiquent l'enfant à domicile en utilisant le périmètre brachial, un ruban, qui peuvent facilement mettre autour du bras et checker leur enfant.
Et pour nous, il est essentiel que l'outil utilisé par les familles pour diagnostiquer la malnutrition soit le même outil qui est utilisé au centre de santé par les agents de santé. Et avec cela, les parents pourront identifier très précocement quand l'enfant commence à maigrir et ils peuvent venir au centre. Parce qu'aujourd'hui, si une mère elle est déjà formée sur la PBMR, une fois rentrée, elle va s'entraîner avec les enfants du vaginage pour qu'elle-même elle puisse s'entraîner dans leur communauté. Dès que vous trouvez les couleurs rouges, il faut l'envoyer au niveau des centres de santé de tout proche. Et là, du coup, elles les comprennent très rapidement. Ça les facilite aussi à eux maintenant de détecter la malnutrition qui se trouve dans leur communauté, qui se trouve dans chaque maison ou bien dans chaque vaginage. C'est à eux maintenant de nous référer s'il y a des enfants malnutris. Alors on voit souvent l'humanitaire comme une réponse directe à l'urgence. En vérité, c'est tout un travail de prévention, de sensibilisation en amont qui permet de transformer vraiment en profondeur les comportements. On va retrouver Anne Jamena, le docteur Rodrigue Alinatou, coordinateur régional du projet Optima. C'est un projet transformatif mené par Halima pour la prise en charge de la malnutrition. Bonsoir, docteur Alinatou. Comment et pourquoi Halima construit ses projets autour des communautés, des familles et a fortiori des mères de famille? Oui, Kadi, c'est un sujet fondamental que vous soulevez. Mais vous savez, depuis quelque temps, on assiste à un phénomène de déshumanisation des prestations de soins, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et même dans l'humanitaire. C'est-à-dire que le patient est devenu un client et on s'intéresse plus à autre chose que de ce dont il a besoin en termes de soins. Parce que vous voyez, donc on ne l'écoute plus. Alors que l'écouter, l'impliquer reste le socle de toute activité médicale ou même paramédicale qui serait réussie. Permettez-moi de paraphraser Louis Pasteur qui disait « guérir parfois, soulager souvent et écouter toujours ». Et j'ai envie de dire que heureusement qu'il y a encore des structures comme Halima qui demeure une organisation humanitaire à visage humain à l'écoute du patient et qui fait de l'implication des communautés dans les stratégies de soins une activité principale. Et ceci se traduit par ce que Kader a rappelé tout à l'heure, la qui est le patient d'abord, ce que vous voyez. Maintenant, pourquoi particulièrement les mères? Pourquoi les mères? Vous convenez avec moi que qui dit patient dit communauté. Et la communauté, c'est le groupement de plusieurs ménages. Qui dit ménage, dans le contexte, le référentiel est la femme. C'est la mère qui est la garante du bien-être, de la santé des familles. C'est pour cela que dans les activités de promotion de santé que nous faisons, que nous menons, telles que la formation des mères sur le PB, par exemple, ce qu'on vient de voir, pour détecter précocement et prendre en charge précocement la malnutrition, les sensibilisations sur les pratiques familiales essentielles, par exemple, les démonstrations culinaires, comme ce qu'on vient de voir aussi dans la vidéo de N'Djamena, les sensibilisations pour les maternités à moindre risque au niveau des communautés, pour ne citer que celles-là, toutes ces activités ciblent particulièrement les mères. Mais attention, c'est toute la communauté en général que nous ciblons en ce moment. Et c'est pour une appropriation, une gestion commune de la problématique identifiée et surtout l'élaboration de stratégies de réponse avec et pour la communauté. Donc voilà un peu pourquoi et comment Halima fait de la prévention. Alors justement, quels sont les bénéfices, docteur Alinatou, de ces communautés, de ce travail ancré dans les communautés, dans les familles? Avec ma modeste expérience, je vous dis que les bénéfices sont inestimables, vraiment inestimables, aussi bien dans le domaine de la santé et nutrition, comme on venait de souligner, le contrôle des épidémies, et même dans la recherche. Le PBMR, dont on vient de parler, qui est une activité très simple, permet de sauver des milliers d'enfants chaque année. Et je vous donne aussi l'exemple des projets de recherche Optima, qui est une stratégie de prise en charge simplifiée de la malnutrition innovée par Halima, le DG venait d'en parler. Ce projet de recherche, dès son départ, a été monté avec les communautés à travers une dynamique sans précédent. Et je vous assure que c'est grâce à la compréhension des communautés, leur implication à
tous les niveaux de mise en œuvre qu'aujourd'hui, nous sommes en train de construire des évidences et qui permettent aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest, de prendre déjà des milliers d'enfants qui n'avaient pas accès aux soins de santé pour des raisons dont je vous fais économie. Donc, les bénéfices sont inestimables. Je voudrais que vous nous parliez rapidement du projet Optima, Dr Ali Tanou. On vous a perdu. On a perdu le docteur Ali Tanou, c'est pas grave, on y reviendra tout à l'heure. Sur le projet Optima, on va y revenir justement en images. C'est un projet de recherche cher à Halima, un sujet que connaît bien le docteur Suzanne Shepherd qui est avec nous à New York. On va en discuter avec elle dans un instant, mais d'abord, justement, on va vous montrer des images de ce projet de recherche très important pour Halima. On regarde. Un des principes fondateurs d'Halima, c'est de faire avancer la médecine pour les populations pour qui on travaille. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, la prise en charge de la malnutrition venait de changer énormément avec l'arrivée des aliments prêts à l'emploi qui donnaient la possibilité aux mères de renutrir leurs enfants à domicile. Et les protocoles existants depuis 20 ans l'utilisent à une dose constante durant toute la prise en charge. Donc l'enfant prend du poids et prend du MUAC durant les 2-3 premières semaines. Et puis le poids et le périmètre brachial se stabilisent. Or, on a constaté que la TPE, c'est ce qui coûte le plus cher. En général, ça prend plus que la moitié du coût d'un programme. Donc pourquoi continuer à donner autant de rations et plutôt faire un bon usage en mettant une plus grande ration au début et on peut le diminuer progressivement pour accompagner juste à la fin avec une ration d'un sachet par jour. Donc voilà une idée que nous avons mis à l'épreuve. On a commencé au Burkina Faso en 2017. Par exemple, à Bamako, nous avons pu démontrer que la couverture, c'est-à-dire le pourcentage d'enfants malnutris qui avaient été traités sur l'année, est passé de 40% avant Optima à 55% un an après Optima. Et ici au Tchad, avec la chaîne d'approvisionnement de Plumpinut qui est particulièrement difficile, je pense que ça va être une très grand atout et pour les familles, pour les enfants et aussi pour le ministère de Santé qui leur permettra d'avoir un programme bien plus adapté au contexte ici. Merci. Direction New York maintenant. On va retrouver le docteur Suzanne Shepherd qu'on vient de voir et qui va nous parler un petit peu plus de ses projets de recherche. Bonsoir, docteur Shepherd. Bonsoir, Kadi. Bonjour de New York. Pour être plus concise, je vais continuer en anglais. Ravie d'être parmi vous. Comme vous pouvez deviner, la raison pour laquelle j'ai passé 3 semaines au Tchad le mois dernier, c'est qu'on a commencé ce programme innovateur pour simplifier l'équipement et on appelle ça Optima, pour optimiser le traitement contre la malnutrition. Avec ce projet au Tchad, on essaie de traiter 35 000 enfants l'année prochaine. Et la raison pour laquelle c'est réaliste, c'est qu'avec tout le travail dans lequel on a investi dans la recherche clinique. Mon premier travail, c'était en 2014, pendant Ebola, en Guinée. Pendant ce projet, Halima et l'INSERM à Bordeaux ne pouvaient pas placer un essai clinique pour tester des médicaments. Et suite à ce projet initial, ce point de départ, on a rajouté l'équipe à Bordeaux, a bâti une centre de recherche à Bordeaux. On applique des méthodes rigoureuses aux questions pressantes médicales qu'on rencontre dans la pratique tous les jours. On appelle ce partenariat CORAL pour Clinical and Operational Research Clients. Et ce partenariat ne pouvait pas voir le jour sans les dons privés. On peut utiliser les dons privés avec des financements opérationnels pour enfin être dans une position pour obtenir des financements spécifiquement pour la recherche dans le cadre humanitaire. Donc, ces nouveaux projets en Tchad sont le résultat de plus de 5 ans de recherche. On a mené une combinaison d'études pilotes avec des essais cliniques
qui ont démontré une approche simplifiée pour traiter la malnutrition, comme vous avez vu, basée sur UX et la détection de familles et de malnutrition, est sûrement mieux que les pratiques actuelles. On a démontré que les familles ont les compétences et on peut faire les détections au niveau des enfants. Les infirmières sont tout à fait capables d'appliquer un nouveau protocole et petit à petit, ça ajuste la dose au fur et à mesure que l'enfant va vers la reprise normale de sa vie. Et c'est un programme beaucoup plus efficace qui utilise à bon escient les ressources qui coûtent cher, les temps d'infirmières et les aliments thérapeutiques. On peut traiter plus d'enfants et baisser le coût par enfant. Évidemment, dans des endroits comme Tchad, où il y a tellement d'enfants à traiter, va être clé pour pouvoir donner la clé à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, on a fait un essai randomisé au Congo qui va être publié bientôt. Des économistes font l'étude et les analyses de coûts. Un essai au Niger va se conclure en 2022, mais il y en a déjà des résultats. Et ça influe déjà la pratique. Et la publication va mieux informer les projets en Afrique centrale et sûrement sur le niveau international auprès de l'Organisation mondiale de la santé. On a focalisé sur la malnutrition au Tchad, mais l'autre domaine où Alima fait de la recherche et qui a beaucoup d'impact, c'est dans les maladies émergentes et surtout Ebola. Donc, on a touché sur l'endémie en 2015. Mais bâtissant sur cette expertise, mes collègues ont ouvert des centres à l'est du Congo dans l'épidémie de 2018-2020 et sur les sites cliniques. On a fait une étude PALM en collaboration avec l'Institut national de la santé. On a identifié 2 anticorps qui étaient efficaces dans la réduction de mortalité dans les patients d'Ebola, atteints d'Ebola. Et c'est une maladie qui fait très peur. En Guinée, on a fait des essais cliniques avec un CERM pour les vaccins. Ça a déjà changé la manière dont on pratique la médecine. On a une meilleure réponse et contrôle. Ça nous permet de contrôler les épidémies qui sont de plus en plus courantes. En Guinée, en 2022, on sera partenaire dans un essai de vaccin. Et on a publié un des cohortes de ce continent à Conakry. Alima est aussi partenaire en Nigeria pour documenter des traitements cliniques et des essais cliniques pour identifier des nouveaux traitements. Thank you, Dr. Shepherd. Et à l'avenir, un dernier programme. Tout le monde a le droit à bénéficier de notre recherche. On cherche à améliorer l'issue, quel que soit l'endroit où ils habitent. On essaie de s'occuper des problèmes locaux. Au début, on a compris ce qui manquait, ces lacunes, avec le modèle d'Alima de partenariat, y compris les personnes qui sont venues ce soir, qui ont tout fait pour nous, pour réaliser cette ambition. Et je vous remercie tous du fond de mon cœur. Merci, Dr. Shepherd. Ces projets de recherche qui sont très, très importants permettent à Alima de changer les protocoles et de transformer la médecine humanitaire parce que le quotidien d'Alima, c'est à la fois le temps long, le temps très long de la recherche, mais aussi l'urgence. On va le voir justement, cette urgence au quotidien. On regarde tout de suite. Au Tchad, on a eu à répondre beaucoup des urgences. D'abord, on a commencé en 2014 avec les retournées de la Centrafrique et les réfugiés, ici à N'Djamena et au sud du Tchad. Dans nos zones d'opération, s'il y a les urgences, nous, on intervient. Dis-moi, El Mokhtar, je viens de voir ton mail ici, il y a urgence, il y a déplacement. Est-ce que tu peux me dire un peu plus? On a reçu une alerte de la part des autorités là. C'est un mouvement de population. 15 200, tu dis, hein? Donc, vous allez envoyer une clinique mobile pour faire l'évaluation initiale. Donc, si les médicaux nous disent aujourd'hui qu'il y a une urgence, on a une partie du stock logistique aussi, avec des tentes, du filet à ombre, au cas où qu'on puisse vraiment intervenir très rapidement côté logistique. Comme Boubou est là, on va essayer de voir à notre pharmacie centrale ici, parce qu'on doit avoir les kits de base pour réponse aux urgences. Comme ça, d'ici demain déjà, on va envoyer un véhicule avec le médicament pour essayer de remplacer tout ce que vous allez utiliser. On a des kits de base pour 1000 patients
Bon, connaissant bien qu'on a ce stock EPREP qui est chez notre fournisseur qui est mobilisable sur 7 jours, nous, on peut tenir le coup le temps que l'équipe d'urgence déclenche la venue de ce stock à partir de Bruxelles. La mission qui est là en face de la situation tout de suite doit pouvoir faire quelque chose en premier avant que la direction des opérations appuie derrière. Parce que quel qu'en soit, c'est nous qui sommes toujours en face des bénéficiaires, quoi. Donc il faut pouvoir apporter une réponse. Voilà, je vous propose à présent de retourner à Dakar, retrouver notre plateau avec Tidjane, c'est à vous. Merci Kadi. Écoute, les urgences dont on parle ici, c'est le quotidien d'Halima. Et je suis content d'avoir ici avec moi le docteur Papis Lam, tout le monde l'appelle docteur Papis, qui est responsable médical des urgences chez Halima. Je le sais, docteur Papis, je t'ai interpellé beaucoup cet été quand c'était dur à Dakar pendant la crise Covid et qu'il y avait notamment un membre du comité de campagne d'Halima qui était dans une situation un peu compliquée. J'étais paniqué. C'était compliqué et c'est toi qu'on appelle tous les jours avec ce genre d'urgence. Comment vous gérez? Bonsoir à tous et merci pour la parole. C'est vrai qu'à Lima, nous intervenons dans les urgences ou face aux urgences. Mais après, la question, c'est quoi une urgence en fait? Parce que c'est des situations particulières, graves, qui surviennent d'une façon soudaine, mais aussi qui peuvent aussi survenir d'une façon progressive. Et ces situations, la vie des populations, la vie des communautés, en amenant une mortalité beaucoup plus élevée et augmentant la souffrance de la population. Et donc, les urgences sur lesquelles Halima interviennent sont de plusieurs natures. Donc, je citerai les épidémies comme Ebola, choléra et bien d'autres. Mais il y a également l'afflux de blessés qui peut être une urgence également. Il y a les catastrophes naturelles comme les tsunamis ou le volcan qui a sévi il n'y a pas très longtemps au nord Kivu, en République démocratique du Congo. Mais il y a aussi les déplacements de population. Donc laissez-moi faire un petit focus sur les déplacements de population. Imaginez-vous qu'il y a des personnes ou une communauté qui du jour au lendemain va quitter leur milieu naturel. Ils vont faire plusieurs kilomètres loin de chez eux. Ils n'ont plus accès à la terre, donc pas à la nourriture. Ils n'ont pas accès à l'eau potable. Ils n'ont pas d'abri. Et cette population-là est plus que vulnérable parce qu'ils vont développer des maladies comme les maladies diarrhéiques parce que l'eau n'est pas potable. Ils dorment à la belle étoile, donc ils se font piquer par des moustiques. Ce sera la recrudescence de cas de palu parmi eux. Et bien d'autres maladies, notamment la malnutrition aussi, parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture. Donc à Lima, nous, on répond en fait à ces types d'urgences-là, mais je peux déjà d'emblée vous dire que on en fait beaucoup, mais on n'en fait pas assez en fait. On devait faire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de moyens. Mais concrètement, qu'est-ce que Halima fait ou comment est-ce que l'on procède? On reçoit déjà les informations qu'on appelle alertes par plusieurs manières. Ça peut être via les autorités administratives, via les communautés ou même les autres organisations internationales, même les Nations Unies. Et les infos-là que l'on reçoit, on les vérifie. Et si les infos sont vérifiées, on organise des missions exploratoires, c'est-à-dire qu'on envoie médecins, infirmiers, logisticiens sur le terrain pour arriver à palper du doigt les réalités. Et le but de ces missions-là, c'est déjà de confirmer sur le terrain les infos qu'on a reçues. Et si ces infos sont confirmées, c'est de pouvoir mesurer l'ampleur de la situation. Et donc, si cette ampleur-là est avérée et qu'il y a nécessité de faire une intervention, c'est à ce moment-là que l'on déploie une plus grosse machine. C'est-à-dire, on envoie encore plus de personnel, médecins, infirmiers, logisticiens, experts eau, hygiène et assainissement, j'allais dire, les médicaments, matériels biomédicaux, pour pouvoir apporter cette assistance à la population. Et l'assistance qu'Halima apporte, c'est le soin de santé, c'est la nutrition, on prend en charge les victimes de violences sexuelles et on porte aussi un soutien psychologique. Imaginez-vous quelqu'un qui quitte son milieu naturel, il va quelque part, il doute, il ne sait même pas ce qui va lui arriver demain, ils sont dans l'incertitude. Et donc, il y a ce volet-là, soutien psychologique, qui est aussi un des volets importants de notre intervention qu'on essaye de renforcer. Et voilà. Donc, Halima appuie les communautés. On travaille au niveau de centres de santé et on travaille aussi au niveau des hôpitaux, bien sûr, en faisant un lien entre la communauté, les centres de santé
et l'hôpital en appuyant le système de référence. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci, docteur Patrice. Je sais que vous n'en faites pas assez, vous l'avez dit. Je sens cette frustration-là, cet arbitrage que vous devez faire chaque jour. Et pour moi, pour Madji, pour tous les membres du comité, l'objectif, c'est que vous n'ayez plus à faire ces arbitrages, que vous puissiez en faire beaucoup plus. Et je pense que c'est tout l'objet de cette soirée et des fonds que nous levons et des 3 fonds qui sont ici. Et je pense que c'est important de le rappeler, même quand ça me semble loin, parce que cet été, par exemple, d'un moment à l'autre, ces urgences se retrouvent aussi avec nous. Merci. Et merci pour ce que vous faites, docteur. Merci Kadi. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci Tidjane. Justement, je vous propose de faire un point sur les promesses de dons. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut avoir un rapide coup d'œil sur le compteur? On a bien avancé. Bravo. 114 779 000 euros, c'est pas mal. Encore une fois, on est loin du compte, mais on compte sur vous. On est persuadé qu'on va largement évoluer et approcher l'objectif qu'on s'est fixé. Moumouni. Merci Kadi. Alors, à travers ces interventions et ces vidéos, nous vous avons montré à quoi ressemble le quotidien de nos équipes sur le terrain, donc sur nos missions. Alors, vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de difficultés, mais qui ne nous empêchent pas de toujours faire mieux, essayer de les relever au quotidien. Alors, je vais vous inviter cette fois-ci à suivre une prochaine vidéo qui va vous expliquer le pourquoi est-ce que nous devons tous ensemble faire partie de la solution aux problèmes et aux difficultés que nous avons vues. En avril 2022, si le financement n'est pas renouvelé, cela veut dire qu'on va arrêter les programmes en plein milieu de l'année. On a un traitement qui est là depuis 15 ans, qui est connu, son efficacité a été démontrée pour traiter les enfants. C'est juste une question d'accès et de moyens qu'on donne pour traiter tous ces enfants-là. C'est ça le risque, d'où il faut chercher d'autres financements au cas où notre principal bailleur éco ne nous finance pas. Les compétences, le savoir-faire est là, mais après, on est limité en termes de moyens. Parce qu'après, tu vas commencer à réfléchir, si je prends ça du projet régulier, je mets dans l'urgence, après, qu'est-ce que je fais pour continuer sur mon projet régulier? Et tout ça, ça s'est traduit par une hausse du nombre d'enfants, parce que sans accès au niveau ambulatoire, les enfants se dégradent à la maison. Ça a aussi des conséquences même sur la motivation des mères à revenir au centre de santé. Si au bout de 3-4 fois, il n'y a pas de plum peanut, pourquoi venir à l'UNA, pourquoi dépenser l'argent, pourquoi laisser la famille à la maison? C'est des efforts pour les familles et donc la répétition de ces ruptures, c'est aussi un vrai souci. Le statistique le plus parlant là-dessus, c'est parmi tous les essais cliniques enregistrés au monde, il y a moins de 2% qui sont enregistrés sur le continent africain, qui tient compte quand même de presque 20% de la population, où la malnutrition infantile est un vrai fléau et qui tient compte certainement de plus de 60% de caseload de maladies infectieuses notamment. Je formais déjà les mères ici, mais ça ne suffit pas. Il faut les former dans chaque centre. On devrait vraiment investir la formation de PBMR dans chaque centre. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce moment partagé ensemble. Merci à tous. À vous qui nous avez suivis en direct sur Internet, un peu partout dans le monde. À Tidjane, à Dakar, Dr Suzanne Shepherd, on sait que pour vous, la soirée est loin d'être terminée. Vous aussi, la soirée se poursuit avec les grands donateurs. Merci à tous derrière vos écrans. Merci beaucoup à vous ici, là-bas. On compte encore sur vous pour atteindre et dépasser peut-être l'objectif que vous nous avez fixé. Moumouni, un dernier mot? Merci Kadi. Alors je voudrais tout humblement vous dire un grand merci d'être vraiment ici avec nous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis plusieurs années. Ça fait 12 ans qu'Alima existe, ça fait 12 ans que nous relevons chaque année, on va dire, des défis. Je voudrais particulièrement dire ceci. Alors, chaque million d'euros
que vous mobilisez pour Halima, ça nous permet justement de pouvoir lever 10 millions d'euros auprès de bailleurs institutionnels. Donc vos dons sont importants. Je vous remercie très chaleureusement. Merci encore.